Bonsoir et bienvenue à un nouvel épisode de Perspective qui débute à Blainville, devant les installations d'une entreprise qui aura fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, Stablex. Je vous propose une émission en deux parties sur une saga qui aura marqué l'actualité régionale et provinciale et qui n'est pas près d'être terminée. Alors, à quoi ça ressemble une usine de traitement de déchets dangereux? Pour mieux comprendre les enjeux, je vous invite à venir avec moi pour visiter les installations de Stablex. En 1983, la compagnie américaine Stablex s'installe à Blainville et vient répondre à un besoin grandissant de notre société, la gestion des déchets industriels. Qu'est-ce qu'on entend par là? Tout ce qui est trop dangereux ou toxique pour se retrouver dans un site d'enfouissement sanitaire. Ça peut être des substances trop acides, trop basiques ou alors des matières métallurgiques ou minérales. C'est là que se retrouvent l'acide de batterie et l'amiante, par exemple. Plusieurs procédés existent pour détruire ces matières dangereuses. À Blainville, on utilise le procédé Stablex. Il consiste en une série de traitements qui diffèrent selon les matières reçues, des traitements chimiques et physiques suivis d'un processus de précipitation et de stabilisation au terme desquels le résidu est censé être stable pour l'environnement et donc beaucoup moins toxique. Il y a des murs chaque côté, il y a un fond en argile avec minimum 10 mètres d'argile dans ces conceptions-là. Les nouvelles cellules, c'est différent un peu parce que le double membrane. À la dernière étape, la solidification, la matière est enfouie dans des cellules creusées dans le sol et censée être bien isolée pour éviter toute contamination. Avec le temps, cette matière prend la forme de ciment, le fameux Stablex. Et quand une cellule est pleine, on l'ensevelit et on en creuse une autre. Au fil des ans, Stablex a géré des millions de tonnes de déchets dangereux. En date d'aujourd'hui, la compagnie est la seule à offrir ce service sur le territoire québécois, alors que notre production de matières dangereuses, dans les alumineries notamment, ne fait qu'augmenter. Stablex est maintenant à l'étape de construire sa 6e cellule et c'est ici que l'affaire se corse. Après avoir été autorisée à creuser un nouveau site d'enfouissement, l'entreprise change d'idée et propose un nouvel emplacement pour sa 6e cellule, beaucoup plus grand et aussi plus éloigné des zones résidentielles. Le projet origine principalement des années 2012 où on a eu une tollée de plein d'odeurs, de bruit, parce qu'on opérait notre nouvelle cellule, qui était la cellule 5 à ce moment-là, à 300 mètres des citoyens. Suivant cette aventure où on discutait avec les gens en disant il faut que ça change, ça n'a aucun sens de faire subir ça aux citoyens, on s'est dit on peut pas, la prochaine cellule 6 était prévue à 300 mètres des citoyens, encore une fois, pendant 25 ans. On s'est dit il faut trouver une alternative, on ne peut pas cohabiter avec les citoyens puis les rendre malheureux. Donc on s'est dit c'est quoi notre autre alternative et on a identifié rapidement avec la ville, avec les gens de la ville, avec les citoyens, ce terrain industriel qui était utilisé pour l'entreposage explosif comme étant une option très intéressante pour Stablex, pour la ville et pour les citoyens. En jaune sur cette carte, le premier terrain autorisé pour creuser la cellule 6. En vert, c'est l'emplacement sur lequel s'est finalement arrêté le choix des dirigeants de Stablex à la source de tous les litiges. Le premier terrain autorisé avait une superficie de 33 hectares pouvant accueillir moins de 5 millions de tonnes de déchets et serait arrivé à pleine capacité en 2040. Comparé à cela, la nouvelle 6e cellule aura une superficie de 69 hectares et aura la capacité de recueillir 13 millions de tonnes de déchets dangereux jusqu'en 2065. L'exploitation du nouveau terrain permettrait aussi à Stablex d'économiser 100 millions de dollars puisque la compagnie entreposait déjà de l'argile sur ce nouveau terrain et la transporter ailleurs engendrerait des coûts supplémentaires. Comme au début de tout projet environnemental d'envergure, le BAP est mis sur la question et y travaille pendant plus de 6 mois. Durant les consultations publiques, des citoyens viennent partager leurs inquiétudes par rapport au projet. En septembre 2023, la commission d'enquête du BAP publie son rapport. Celui-ci conclut que le nouveau projet ne présente aucun avantage en termes de réduction des nuisances et que, compte tenu de la valeur exceptionnelle des milieux naturels qui seraient détruits par la construction de la cellule sur ce nouvel emplacement, la commission considère le projet comme prématuré et recommande de ne pas l'autoriser. Malgré cette conclusion sans équivoque, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, donne son accord à la réalisation du projet. Des groupes environnementaux et citoyens se mobilisent et manifestent contre la décision du gouvernement. Le BAP s'est quand même opposé au projet. Le ministre Charette est passé par-dessus. Qu'est-ce qui a convaincu M. Charette? Le BAP a passé par... c'est pas opposé. Il trouvait que c'était prématuré. Puis pour deux raisons. Il croyait à tort qu'on avait jusqu'en 2030 pour pouvoir réfléchir, ce qui n'est pas le cas. Tous les documents remis disaient 2027. Donc, ça prend 2 ans construire une cellule. Si on comprend bien, le temps il est compté. Et la seconde chose, c'est qu'il déterminait qu'il n'y avait plus d'odeur. La raison pourquoi il n'y a plus d'odeur, c'est qu'on s'est éloigné des citoyens au fil du temps. Et passé 600 mètres, on sait qu'on ne génère pas d'odeur dans les quartiers. On génère encore les odeurs, mais pas dans les quartiers. Donc, eux, ils ont pris pour acquis qu'il n'y avait plus d'odeur.
Donc, avec la prémisse qu'on a du temps et la prémisse qu'on ne génère pas d'odeur, aller s'installer à 300 mètres des citoyens, ce n'est pas un enjeu. Cela dit, ces deux fausses prémisses-là nous apportent dans la situation où on est obligé d'aller cogner à la porte des gens de l'environnement pour leur dire « Regardez, ce qui est écrit ici, c'est faux, il faut faire quelque chose parce qu'on va arriver à capacité et on ne sera plus capable de desservir notre industrie québécoise. » D'abord favorable au projet d'agrandissement, la mairie de Blainville refuse de céder le terrain lui appartenant pour la construction de la 6e cellule. Le gouvernement fait donc passer sous bâillon la loi 93 et exproprie la ville de Blainville pour 17 millions de dollars. Pour nous, c'est une grave erreur parce que c'est évidemment, ça a été un grand déni de démocratie. À chaque fois qu'on bâillonne les élus, c'est un déni de démocratie. C'est aussi un déni de démocratie pour les citoyens qui n'ont pas pu s'exprimer. Ils se sont fait imposer. On est passé par-dessus la municipalité. Ça, c'est vraiment une grande entorse à l'autonomie municipale. C'est très grave ce qui s'est passé parce que est-ce qu'on est en train de paver la voie à d'autres baillons dans le futur que si la municipalité collabore pas puis ça fait pas notre affaire comme gouvernement, ben on l'écrase puis on passe par-dessus. On a forcé une municipalité à céder son terrain, un milieu naturel qu'elle voulait protéger pour des intérêts économiques étrangers. C'est quand même assez exceptionnel, là. À noter que le ministère de l'Environnement a refusé toutes nos demandes d'entrevue. La municipalité est toujours en cours pour empêcher la réalisation du projet et faire annuler le projet de loi 93 et retient les autorisations de passage sur le chemin menant au terrain de la future cellule 6. Après toute cette histoire, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui explique l'urgence du gouvernement à vouloir construire la cellule 6 sur ce nouvel emplacement? Où en est le niveau d'inquiétude des citoyens et des scientifiques qui se sont opposés au projet? Alors, on joint maintenant la sénatrice Rosa Galvez à Victoria. Madame Galvez, vous êtes titulaire d'un doctorat en génie environnemental et spécialiste, entre autres, en gestion des déchets et en décontamination. Alors, tout d'abord, comment explique-t-on la décision du gouvernement d'aller de l'avant avec le projet Stablex malgré les recommandations du BAP? Effectivement, c'est un peu inquiétant. L'affaire Stablex dépasse largement les cas d'une seule entreprise. Selon moi, et avec mes réflexions, moi je pense que ça amène des questions au niveau de la démocratie, de l'autonomie municipale et de la protection de nos milieux naturels. Qu'un gouvernement impose une loi 93 spéciale pour forcer une ville à céder ce terrain à une multinationale américaine, malgré l'avis négatif du bureau d'audience publique de l'environnement, malheureusement, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Ce que Stablex avance, ce que le gouvernement avance, c'est qu'il y avait une urgence là, d'agir avant que la 5e cellule soit pleine. Est-ce qu'il y a vraiment une urgence, selon vous? Alors, oui, c'est très intéressant. Et les raisons qui sont invoquées pour la nécessité de cette 6e cellule, c'est de limiter les nuisances, limiter les bruits, l'odeur, la circulation lourde, la qualité de l'air. Mais pourtant, si on continue jusqu'à 2065, et je suis d'accord avec les BAP, cette cellule 5 ne va pas réduire ces dérangements à la société. Et ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte à un précédent à que maintenant, en citant intérêt public ou national, on va à laisser faire d'autres inquiétudes comme la santé publique, l'environnement, les corridors, les réchauffements planétaires. Et donc, est-ce que c'est vraiment de l'intérêt public? Est-ce que ce n'est pas de l'intérêt public de trouver des façons de réduire la production de déchets dangereux? Est-ce que ce n'est pas de l'intérêt public d'amener des technologies pour le recyclage, la récupération de ces déchets qui sont enfouis à Stablex? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu clair que l'économie est basée sur la nature et pas l'inverse. Pas à l'inverse. Quand le gouvernement décide de donner l'espace, une subvention, et puis je voudrais permettre-moi la parenthèse, mais je pense que
forcer une ville de céder un terrain et pour une somme qui est donnée dans le projet de loi 93, certains analystes politiques pourraient même dire qu'il s'agit d'une subvention déguisée pour l'industrie. C'est vraiment des opportunités de jouer ici à soir. De faire quelque chose comme ça prend beaucoup de travail. On va se rappeler de nos amis. On va envoyer des bons messages en haut. Music for Cancer, TVBL, yes sir. J'aime la TVBL parce que fait vivre le rêve de la petite fille qui est derrière la femme d'affaires. Puis avec l'animation, les chroniques, je suis une voix qui fait rayonner les entreprises, les organismes puis les artistes. Puis ça, bien, ça fait vraiment partie de mes valeurs. Vous m'expliquiez tout à l'heure que ce ne serait pas possible qu'il y ait de fuite, en fait. Bien, c'est comme on dit, on traite les matières, on les stabilise, on les met dans des cellules de confinement très protégées sous un vide hydraulique qui empêche toutes les migrations. Fait que la réponse, c'est clairement oui. Puis en 40 ans, on a la preuve d'observation des suivis environnementaux autour de Stablex qui sont hors de tout doute positifs pour nous, là, qui justifient le fonctionnement adéquat de nos cellules. Je n'ai pas vu des rapports, mais c'est ce que je peux te dire, c'est que une fois que les déchets dangereux, il y a toutes sortes de déchets dangereux, ont été stabilisés par le biais de la précipitation et de la solidification, on peut tester ces échantillons. Et j'ai fait ça beaucoup de fois dans ma vie antérieure. Et ça devrait être public. Je demande à les gens du ministère de l'Environnement de pousser fort sur ces questions-là afin d'infirmer ou confirmer ces expressions. Une des inquiétudes soulevées par la population quant à la construction de la 6e cellule sur le nouveau terrain est la destruction d'un site naturel d'importance pour la région, faisant partie du grand complexe de tourbières de Blainville. La mise en place de la nouvelle cellule détruirait 9,6 hectares de milieux humides et plus d'une cinquantaine d'hectares de terrains boisés. Alors, on joint maintenant Stéphanie Pellerin à Montréal. Madame Pellerin est professeure associée au département de sciences biologiques à l'Université de Montréal. Ses spécialisations portent notamment sur l'écologie, la biodiversité et les milieux humides. Madame Pellerin, bonjour. Bonjour. Alors, le projet de réaménagement de la cellule 6 de Stablex, est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète pour les milieux environnants, pour la Grande Tourbière notamment, pour sa résilience, pour sa capacité à se maintenir dans le temps. Oui, je trouve ça d'une certaine façon inquiétant. Stablex avance que le terrain de la nouvelle cellule 6 ne touche pas exactement au complexe de la Grande Tourbière. Est-ce que c'est exact? C'est plus ou moins exact. En fait, le site fait partie du grand complexe de milieux tourbeux, de milieux humides dans lequel est inclus la Grande Tourbière. Donc, c'est peut-être un peu aux extrémités du complexe, mais la cellule fait partie du complexe de milieux humides de la Grande Tourbière de Blainville. Quel effet ça peut avoir pour le milieu, donc de prendre ce terrain-là et d'en faire une cellule d'enfouissement? En fait, les milieux humides sont l'importance de garder un complexe de tout l'environnement du milieu humide, c'est son hydrologie. L'équilibre fragile qui existe entre la dynamique d'un milieu humide, c'est vraiment de maintenir tout ce qui est les entrées et les sorties d'eau à son pourtour. Et donc, évidemment, si on détruit une partie du complexe, si on transecte un peu le milieu, si on le coupe en deux, inévitablement, dans le bassin versant du milieu humide, il va y avoir des changements dans le parcours de l'eau, dans les quantités d'eau qui vont être transmises au milieu humide. Et ça peut avoir un impact, même indirect, sur le site qui n'est pas affecté. Donc, c'est cette partie-là qui est particulièrement inquiétante dans le projet.
Quel genre d'impact on pourrait observer à court, moyen ou long terme? À court terme, on peut rapidement observer sur le terrain des changements dans l'hydrologie. Il peut y avoir un secteur du site qui va devenir beaucoup plus humide, donc il va y avoir de l'ennoiement, ce qui va, par exemple, faire mourir certaines plantes, aller chercher plutôt qui vont être remplacées par des espèces plus aquatiques. Et dans d'autres secteurs du milieu, il pourrait y avoir un assèchement. Et là, ça va faire, par exemple, dépérir les mousses, certaines espèces typiques des milieux humides et être remplacées par des espèces un peu plus forestières. Et ces changements-là vont avoir des impacts qui peuvent être importants sur les cycles, par exemple, du carbone ou du méthane, donc avoir moins d'accumulation de carbone, plus d'émissions de méthane, et ça peut avoir des impacts au niveau des changements climatiques. Donc, c'est assez global comme les changements qu'il peut avoir. Là. Puis c'est des choses qui ont été observées ailleurs, là. C'est des choses qu'on observe à plusieurs endroits, qui ont été démontrées à plusieurs endroits à travers le monde, pas seulement au Québec, notamment quand on fait un canal de drainage, quand on change le drainage d'une tourbière, on voit des impacts qui sont majeurs. Et évidemment, dans les premiers mètres, les 20 premiers mètres, souvent du canal de drainage, mais il y a des études qui montrent que l'impact peut aller jusqu'à 1 ou 2 kilomètres par exemple, les quantités d'eau qu'on retrouve dans les sites du canal de drainage. Donc, l'effet qu'on a, c'est pas quelque chose. Les effets qu'on peut s'attendre, c'est pas complètement farfelu, c'est quelque chose qui a été observé ailleurs, surtout quand on élimine les pourtours des milieux humides, parce que c'est un peu la zone tampon qu'il y a entre les activités humaines et le centre qui est très intéressant pour la préservation. Et quant au sujet des questions environnementales, des milieux humides, de protection de la diversité, qui vont contre décision de la communauté métropolitaine de Montréal qui a dit qu'on doit protéger les milieux humides, la biodiversité, 30% d'ici 2030. Oui. Donc, on comprend mal. Et dans ce contexte-là, en plus, et le troisième point, c'est que dans le contexte-là où on est sur des tarifs, l'administration Trump qui nous impose des tarifs, et que nous, on les fasse les faveurs de recevoir leurs déchets. Je pense que ça dépasse justement cette question de c'est juste Stablex. Non, je pense que c'est une question qu'on doit se poser de notre à long terme de protection de notre territoire, de la sauvegarde de notre territoire, de notre public, de notre écosystème. Parce qu'on est là, à ce point-là. Ouais, chaque mètre carré qu'on cède à l'industrie, c'est moi des écosystèmes, c'est moi pour la nature. J'aime la TVBL parce qu'elle parle des artistes et de la culture d'ici. J'adore son équipe et la bonne humeur contagieuse de chaque plateau de tournage. Et en fait, la télé locale, c'est hyper important parce que ça parle de nous. Étrangement, le français a mis très longtemps à s'implanter et à s'uniformiser en France. En effet, les différents dialectes, qu'on appelait patois, étaient parlés par un très grand nombre de sujets du roi de France. Quant au français, il était surtout concentré autour de Paris, puis Versailles, et invariablement parlé par les élites. En fait, il faudra attendre longtemps pour que le français supplante finalement toutes les variantes linguistiques et s'impose comme langue commune en France. Inversement, la Nouvelle-France a rapidement adopté le français comme vecteur de communication, et ce, en dépit des différents lieux de provenance des colons. À ce chapitre, il est possible que les filles du roi, majoritairement originaires de Paris, aient joué un rôle important dans cette uniformisation. Évidemment, la survie collective et les nécessités quotidiennes ne sont sûrement pas étrangers non plus à ce phénomène, de même que l'utilisation massive du français dans les ports du vieux pays. Ainsi, l'ensemble de la Nouvelle-France parlait français à la veille de la conquête de 1760. Les mouets et les touets, issus du français de Paris, étaient la prononciation courante dans la colonie, tout comme en France d'ailleurs. C'est aussi le cas de certains mots comme « asteur » ou « itou »,
qui sont depuis disparus du français de France. Toutefois, considérant la mixité des origines des colons, le français d'Amérique avait probablement ses propres codes qui commençaient déjà à le différencier de celui de la France. Avec la cassure entraînée par la conquête britannique, l'accent québécois et l'accent français, qui subit d'ailleurs les contre-coups de la Révolution, vont désormais évoluer en parallèle. Voici un autre des enjeux qui inquiètent, l'importation de déchets toxiques depuis les États-Unis. Le contexte économique actuel semble stimuler un certain protectionnisme de ce côté de la frontière. Comment se fait-il que l'on importe des déchets résiduels dangereux de nos voisins du Sud? Le gouvernement canadien, dans les années 80, et le gouvernement américain de l'époque, le gouvernement Reagan, se sont entendus sur un accord qui a été conclu en 1986. C'est l'accord entre le gouvernement du Canada et celui des États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, qui a été signé en fait en marge de l'accord de libre-échange aussi, qui a été conclu initialement autour de ces années 87, 88, 86. Et bref, l'idée c'était de profiter en fait de l'expertise du Canada et ou des États-Unis en matière de gestion écologiquement rationnelle des déchets. Et on se disait, ben en fait, on peut en faire une commodité comme une autre et profiter de ces expertises qui se trouvent de part et d'autre de la frontière pour normaliser ce commerce et gérer plus efficacement à l'échelle continentale ce que l'on nomme les déchets dangereux. Et c'est vraiment important de concevoir le déchet. Puis en fait, c'est une invitation que je lance aussi. C'est pas de dire que c'est la meilleure façon de le concevoir, mais la logique associée à sa gouvernance, c'est une logique qui est économique et non pas prioritairement environnementale. C'est-à-dire que le déchet, dans la façon dont les politiques sont menées au Canada puis aux États-Unis, le déchet, tant aussi longtemps qu'il peut être réincorporé dans l'économie, il va être considéré comme une commodité. Un bien qui est échangeable et de ce bien, on peut tirer une valeur. Et c'est dans cette perspective-là, en fait, que Stablex, par exemple, ou d'autres sites d'enfouissement opèrent. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, en fait, l'idée, c'est ce déchet, on en fait le commerce. Et Stablex arrive comme un intermédiaire dans cette stratégie de gestion. Et donc, la question environnementale arrive à la suite de cet échange commercial ou échange économique entre producteurs et compagnies qui gèrent et qui gèrent les déchets. C'est-à-dire que par la suite, la loi québécoise sur l'environnement, par exemple, et les règles environnementales vont intervenir pour juste établir des paramètres et des cadres sur la façon de gérer l'enfouissement des déchets, etc., leur gestion. Mais avant d'en arriver à ça, il faut comprendre que la gestion de ces déchets opère selon des logiques qui sont économiques. Et donc, c'est ça qui crée des distorsions, mais c'est ça aussi qui crée un peu des effets pervers. Et la situation de Stablex, pour moi, est intimement liée à l'affaire S.D. Myers du tournant des années 90. Parce que Stablex, en fait, si on interdisait à Stablex cette expansion, il y avait, d'après moi, puis je spécule ici, mais je pense que c'est une hypothèse qui est quand même plausible, ben, il y avait fort à parier peut-être que Stablex se serait engagé dans des poursuites, soit contre le gouvernement du Canada pour perte de son investissement au Québec, au Canada, et se serait peut-être aussi engagé dans des poursuites contre le gouvernement du Québec. Et peut-être en vertu de ce précédent de l'affaire Myers, il y a fort à parier aussi peut-être que Stablex aurait eu des arguments très favorables, des arguments économiques très favorables à faire valoir face aux mesures environnementales. Et donc, d'après moi, il y a une des hypothèses, c'est que S.D. Myers a un peu envoyé le signal au gouvernement canadien puis au gouvernement des provinces qu'il fallait faire très, très, très attention de ne pas toucher aux investissements d'entreprises étrangères, par exemple au Canada, entreprises étrangères engagées dans la gestion des déchets,
pour la simple et bonne raison qu'il y aurait peut-être des poursuites qui pourraient être engagées au titre de l'accord Canada-États-Unis-Mexique aujourd'hui en matière de commerce et d'investissement. Donc, on en importe les déchets dangereux, on en parle beaucoup justement avec Stablex, mais on en exporte aussi. On constate aussi que le Québec est un immense producteur de déchets. Et donc, la question ici, c'est de dire que, et oui, il y a une dénonciation à faire de la façon dont le Québec peut-être accueille les déchets étrangers sur son territoire, puis comment il s'expose au niveau environnemental, au niveau social, à des dommages, mais aussi à des coûts qui sont quand même extrêmement importants. Mais le revers de ça aussi, c'est aussi de ne jamais perdre de vue que la quantité phénoménale de déchets qu'on génère, elle aussi pose un problème, mais dans le contexte des déchets municipaux qui sont en grande partie exportés vers l'étranger pour leur gestion, ben, on se retrouve aussi à exposer des populations à l'étranger à notre production qui est quand même assez phénoménale de déchets. Oui, on voit donc que c'est un phénomène qui est beaucoup plus global. On voit aussi avec le cas des déversements illégaux de sols contaminés à Kanesatake qu'il peut y avoir aussi des exemples au sein même de notre société, de notre pays, de notre province, de déchets toxiques qui sont amenés vers des communautés plus marginalisées. Parce qu'on parle des coûts environnementaux, mais en fait, il y a des coûts sociaux puis humains. Et la façon de gérer les déchets ici, au Canada puis en Amérique du Nord, est intimement liée aussi au rapport qu'on entretient avec le territoire. Et parce que le territoire est vaste, il est plus facile d'invisibiliser, en fait, nos déchets en les envoyant loin des centres, loin de nos yeux et loin de nos cœurs. En Europe, où en fait le territoire est beaucoup plus densément peuplé, en fait, on est déjà engagé dans des politiques d'économie circulaire, de réintégration en fait des déchets, de réduction de la production des déchets, parce qu'on n'a pas la même pression démographique. On a encore du territoire que l'on peut exploiter. Un peu sans trop comprendre et sans trop connaître, en fait, les impacts que ça peut avoir sur les gens qui habitent à proximité, et notamment, en fait, les communautés et les nations autochtones. Depuis 1983, 40% des déchets traités par Stablex provenaient des États-Unis, 10% venaient du reste du Canada et l'autre moitié provenait du Québec. De nos jours, selon Stablex, ce n'est qu'entre 17 et 20% des déchets traités qui proviennent du sud de la frontière. Dans tous les cas, le Québec est un champion de l'importation des déchets dangereux. Il reçoit plus de la moitié de toutes les matières toxiques américaines envoyées au Canada, soit plus de 750 000 tonnes en 2018 et 2022. Et 70% de cette matière est traitée dans la région du Grand Montréal. L'affaire Stablex s'inscrit donc dans un phénomène plus large de gestion et de production de déchets dangereux. La semaine prochaine, on sonde la population blainvilloise, on parle de contamination et de futur pour le traitement des déchets toxiques au Québec. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne soirée à notre antenne.